Bonjour et bienvenue sur l'Écho des Museaux, le podcast qui donne de la voix pour le monde animal. Je suis Marine, une passionnée d'animaux depuis toujours. J'ai avant tout imaginé ce podcast afin de mettre en lumière celles et ceux qui se dévouent dans l'ombre pour les animaux au sein de la vie associative. À travers l'Écho des Museaux, je souhaite valoriser leur engagement et offrir de la visibilité à leurs actions. Qu'elles soient mobilisées pour la prise en charge des animaux abandonnés, la lutte contre la maltraitance, la protection de la faune sauvage ou une meilleure inclusion des animaux dans la société, chaque association sera la bienvenue parce qu'il suffit d'une personne pour changer positivement la vie d'un animal. Les professionnels qui soutiennent la cause animale dans leur activité auront également la parole. Sur ce podcast, retrouvez aussi informations et conseils afin d'améliorer nos relations avec les animaux et optimiser leur bien-être. Je vous souhaite une bonne écoute de l'épisode du jour. Pour l'épisode du jour, je suis très heureuse d'accueillir mon premier invité garçon sur le podcast. Il s'agit d'Antonin, président de l'association Le Clan Félin, qui agit à Bourg-en-Bresse et aux alentours pour le nourrissage, la stérilisation et le soin des chats des rues, dits des chats libres ou plus communément chats errants, dont certains sont ensuite proposés à l'adoption si une adoption est compatible avec leur profil. Petite parenthèse, depuis le début du podcast, tous mes invités sont basés autour de Bourg-en-Bresse, Mâcon ou Lyon, pour la simple et bonne raison que c'est dans ce secteur que je vis et travaille, et qu'au commencement de ce beau projet, je me suis concentrée sur cette zone géographique. Mais je nourris l'espoir de prochainement pouvoir faire un tour de France des associations de protection animale. Pour le moment, c'est donc bien dans l'Ain, et plus précisément au cœur de ce qu'on appelle la Bresse savoyarde, que je rencontre Antonin dans un village voisin du mien. Ancien boulanger-pâtissier, un peu touche-à-tout, ce passionné d'animaux s'est ensuite reconverti autour de la protection de la nature, notamment la gestion des espaces naturels sensibles. Il travaille aujourd'hui dans une pépinière et consacre son temps libre à la présidence du Clan Félin depuis 3 ans, dont il s'occupe avec passion et un dévouement que j'admire. Sensibilisation sur la stérilisation, rôle des communes, conseils, informations autour du chat, du chaton, idées reçues sur les maladies ou encore les nombreuses bonnes raisons d'adopter un chat adulte. Je vous le dis tout de suite, cet épisode va passionner tous les amoureux de cet animal chouchou des foyers français, puisque la France compte 16,6 millions de chats domestiques, loin même devant le chien. Je m'appelle Antonin Gilbeau, j'ai 35 ans, je suis dans l'association Le Clan Félin depuis 2019. Quand j'ai déménagé sur Bourg-en-Bresse, j'ai voulu tout de suite m'investir dans une asso. Et du coup, j'ai trouvé assez rapidement Le Clan Félin. Et puis, je suis monté assez vite dans le conseil d'administration. Je suis passé vice-président de la présidente Olivia Simiakos, qui est avocate en droit animalier. Et quand elle a démissionné, j'ai pris la présidence, et donc ça fait bientôt 3 ans. Quand j'ai commencé dans l'asso, j'étais vraiment simple bénévole. J'ai commencé comme nourrisseur, puisqu'on nourrit une 60aine à peu près de chats libres, tous les jours, toute l'année. Donc ce sont des chats qui sont stérilisés, identifiés, mais qui sont trop sauvages pour être adoptés, et qui sont ancrés en fait sur un site. Donc on transforme en site de nourrissage, avec l'autorisation évidemment de la mairie. Et on passe tous les jours les nourrir, s'assurer que tout le monde va bien, et puis forcément intervenir s'il y en a un qui va pas bien. Et donc j'ai commencé comme ça, et assez rapidement je me suis proposé pour faire de la communication, parce qu'à l'époque il n'y avait qu'une seule personne qui faisait le Facebook, enfin un petit peu tous les réseaux. Donc je me suis assez vite proposé pour l'aider, et c'est comme ça en fait que j'ai intégré le conseil d'administration, et puis la suite finalement. Okay. Qu'est-ce qui t'a donné envie de t'investir dans cet asso à la base ? Les animaux, c'est un peu toute ma vie. J'ai toujours eu des animaux, des chats, des chiens, des tortues, des lapins, des chevaux. Depuis que je suis gamin, j'ai grandi autour de ça. J'ai pas eu une période de ma vie où j'avais pas un animal. Et quand je suis arrivé sur Bourg-en-Bresse, c'est une des rares périodes où j'en avais pas. Et je pouvais pas en avoir pour différentes raisons. J'ai voulu justement rentrer dans une association, compenser cette absence-là que j'avais. Et puis ça a fonctionné. Et petit à petit, je suis arrivé à être famille d'accueil en plus de l'association. Donc j'ai pu retrouver un petit peu d'animal chez moi, jusqu'au jour où j'ai finalement adopté celui que j'avais en accueil. Le Clan Félin, c'est une association qui existe depuis 10 ans maintenant. On compte à peu près une quarantaine de bénévoles actuellement, beaucoup de femmes et très peu d'hommes. Je ne sais pas pourquoi, je ne saurais pas l'expliquer, mais c'est une thématique certainement qui attire plus les femmes que les hommes. Donc si jamais il y a des bénévoles hommes qui veulent se présenter,
On veut bien. Des bénévoles femmes aussi d'ailleurs. Donc on a à peu près une quarantaine de bénévoles et on se répartit un petit peu les tâches entre déjà les préférences des bénévoles et puis les besoins là où il y en a. Il y a cette partie nourrissage de chat libre dont j'avais participé au tout début. Il y a toute la partie communication, il y a toute la partie gestion des familles d'accueil, entre le recrutement des nouvelles, forcément la gestion des actuelles, et tout le suivi sanitaire, puisque forcément, il faut veiller à la santé de tous les chats qu'on accueille. En plein été, on peut monter quasiment jusqu'à 100 chats accueillis en même temps. Donc ça fait du boulot. C'est uniquement de l'accueil, donc en famille d'accueil. On n'a pas de refuge, pas de local, pas de bureau particulier. Nous, bénévoles, on se voit sur notre temps libre, quand on peut. On essaye de faire des petits pique-niques ou des goûters ou des verres quand on peut, mais c'est vrai que c'est compliqué forcément de se voir sans local. Donc on aimerait bien un jour avoir un centre d'accueil où on pourrait déjà, nous, nos bénévoles, se voir et puis surtout accueillir des chats, forcément. Puisque là, pour le moment, voilà, c'est uniquement des gens qui se portent volontaires, donc pour accueillir des chats temporairement, le temps de les soigner, le temps de les sociabiliser et le temps de les mettre à l'adoption et de les faire adopter. Donc ça peut aller extrêmement vite, comme forcément il y a parfois des accueils qui durent quelques mois ou un an. Ça nous est arrivé, le plus long accueil, je crois que c'était 1 an et 3 mois. Donc c'était un chat qui était très compliqué, qui était difficilement socialisable. Sauf qu'on n'avait aucune solution, nous, d'accueil ailleurs, on n'avait aucune solution d'adoption et on n'avait aucune solution de relâcher non plus, c'était une minette qui provenait d'un site beaucoup trop dangereux pour elle. Donc c'était hors de question de la remettre là où elle était. C'est très compliqué de relâcher un chat qui ne sera pas sur son site d'origine, que très souvent il ne va pas y rester. On a essayé, à chaque fois le chat est parti. Donc on a arrêté d'essayer. C'est ça qui est aussi compliqué dans notre travail, entre guillemets, bénévole, c'est que malheureusement, on n'a parfois pas de solution. Donc c'est des accueils qui sont longs, qui sont compliqués, mais on y arrive toujours. Avec un peu d'amour et de bienveillance, en général, on finit toujours par arriver à sociabiliser. Et puis cette minette-là, elle est extrêmement heureuse aujourd'hui en appartement, avec une minette et son humaine, et tout va parfaitement bien. Un point très important abordé dans cet épisode, c'est le rôle des communes concernant la gestion des chats errants. Pour expliquer en 2 mots, les maires ont un pouvoir de police générale, d'après le Code général des collectivités territoriales, afin de maintenir l'ordre et la sécurité. Mais ils ont aussi un pouvoir de police spécial, prévu dans le Code rural et de la pêche maritime, qui stipule qu'ils doivent prendre les dispositions nécessaires pour empêcher la divagation des chiens et des chats errants. Ils sont donc dans l'obligation d'informer la population, par exemple, pour leur dire qui appeler en cas d'animal errant trouvé. Ils doivent également agir à la capture de ces animaux et doivent disposer d'une fourrière. Ils peuvent aussi organiser des campagnes de stérilisation et d'identification des chats errants sur leur commune, notamment avec des associations de protection animale, avant la relâche des chats sur leur lieu de capture. C'est leur responsabilité légale, la problématique des chats errants sur leur commune. Ils sont légalement obligés d'avoir une réponse. On a en fait une subvention de la mairie de Bourg-en-Bresse depuis 2019. Et sinon, depuis 1 an et demi, 2 ans maintenant, on arrive à intégrer de plus en plus de mairies dans notre démarche de secours à l'animal. Donc petit à petit, on arrive enfin à conventionner avec des mairies. Ça reste compliqué et ça reste très aléatoire. Ça dépend déjà du maire. Si le maire on n'a rien à faire, malheureusement, voilà, on ne pourra rien faire. La plupart des maires chasseurs, déjà, voilà. Il y a beaucoup de gens aussi qui ont des a priori sur les chats, surtout les chats sauvages, parce que c'est malheureusement quand même une espèce qui prolifère énormément. Le chat, c'est un des rares prédateurs qui se comporte comme un prédaté dans la reproduction, donc il fait énormément de petits. La femelle peut faire 3 à 4 portées par an, des portées qui peuvent être de 3 à 4 chatons ou qui peuvent être de 7-8. Et donc ça fait très vite beaucoup de chats, puisque 3 à 4 portées par an de 4-5 chatons, ça fait vite, et surtout qu'ils sont sexuellement actifs à partir de 6 mois. On peut très très vite retrouver une centaine de chats en 2 ans, quoi. Donc c'est compliqué, il y a forcément beaucoup de gens qui ont d'a priori là-dessus, et puis il y a tous les problèmes de nuisance sonore, de marquage urinaire, etc., qui sont des problèmes en fait qui peuvent se régler grâce à la stérilisation, puisque ça empêche tout ce qui est comportement justement de reproduction, comportement de marquage, toutes les bagarres qui sont justement l'objet des nuisances sonores, plus tous les risques de transmission de maladies, surtout les maladies sexuellement transmissibles, qui sont terribles chez le chat. Donc forcément, voilà, c'est compliqué de se heurter à ces a priori-là, mais petit à petit, on y arrive. C'est des efforts de sensibilisation qui sont constants, de toute façon. C'est mon job de rencontrer les maires petit à petit et d'arriver à les convaincre qu'il y a des choses à faire et que c'est leur problème aussi, qu'ils sont obligés d'avoir une fourrière, normalement, ou d'être
contractés à une fourrière. Et pour tout ce qui est capture des chats errants, ils ont la possibilité, pas encore l'obligation, de faire des campagnes de stérilisation. Je le disais en ouverture de cet épisode, en 2024, on comptabilise presque 17 millions de chats domestiques contre seulement, si j'ose dire, 9,9 millions de chiens. Il est difficile d'avoir un chiffre précis du nombre de chats errants, mais il pourrait être plus de 11 millions. En 2022, l'ICAD, qui est le nom du fichier national d'identification des chiens, des chats et des furets, a enregistré 239 725 chats abandonnés, 49 276 chiens abandonnés et 41 854 chats errants identifiés par des assos, des refuges ou des fourrières. Ces chiffres déjà colossaux datent de 3 ans. On peut donc imaginer, malheureusement, que les chiffres actuels sont soit similaires, soit décuplés. Ils illustrent l'ampleur des abandons et de l'errance animale en France. D'année en année, on fait de plus en plus de prises en charge que l'année d'avant. L'année dernière, on est arrivé à plus de 420 prises en charge. Donc on en a fait beaucoup plus qu'une par jour. On a atteint le record de l'association aussi de faire 200 adoptions dans l'année. Tous les ans, c'est plus que l'année d'avant. Tous les ans, on accueille plus. Tous les ans, on fait adopter plus. Tous les ans, on sauve plus de chats blessés, plus de chats malades, plus de chats perdus. On aimerait bien que ça se réduise. L'objectif d'une association comme la nôtre, théoriquement, ça serait de ne plus exister, dans le sens où il n'y aurait plus de misère animale. Ce qui marque Antonin dans son travail bénévole pour le clan félin, ce n'est pas l'administratif, bien qu'essentiel évidemment pour l'asso, mais les chats. Ses expériences de famille d'accueil sont des souvenirs très émotionnels pour lui. Il garde le souvenir précieux de tous ces chats recueillis qui font aujourd'hui encore partie de lui. J'ai fait beaucoup d'accueils un petit peu compliqués, de dernier recours, quand vraiment il n'y avait pas d'autre solution. Donc je me suis retrouvé à accueillir des chats qu'on pensait mourants, qui étaient blessés, qui avaient une patte en moins, ou des chatons qui risquaient de perdre un œil. Je me souviens de Léon qu'on appelait Microchat. Et Microchat, c'était un signalement pour une maman et ses 4 chatons. C'était un petit peu loin de nous. Ce signalement était vraiment assez inquiétant. Donc on y est allé et quand on est arrivé sur place, eh ben, on a trouvé tout de suite un des chatons qui était décédé. On a trouvé 2 autres chatons. On est arrivé à attraper Léon, donc Microchat. Et dans la cage, en fait, il a miaulé, miaulé, miaulé et ça a permis d'attirer sa sœur. Et malheureusement, le 4e chaton, on l'a jamais vu. Donc on suppose qu'il était déjà mort à ce moment-là. Et c'est grâce au miaulement des 2 petits chatons que la maman est enfin arrivée et qu'on a pu aussi la capturer. On les a déposés au vétérinaire parce que ce soit Léon ou sa sœur, avaient à peu près 2 à 3 mois et faisaient le poids d'un chaton de 2 semaines. Donc ils étaient extrêmement minuscules, extrêmement parasités. Donc on a tout de suite fait une hospitalisation d'urgence pour ces 2 petits chats. Et la sœur de Léon est décédée dans la nuit chez le vétérinaire. Léon est resté hospitalisé quelques jours et ensuite je l'ai accueilli chez moi. Il savait rien faire, il savait pas utiliser sa litière. C'était compliqué, il avait peur de moi forcément. Après tout ce qu'il avait vécu pendant 2 mois et puis l'état dans lequel il était, c'était compliqué de tout de suite faire confiance au grand monsieur qui, qui veut juste le caresser. Mais petit à petit, je lui ai tout appris. Et aujourd'hui, Léon, c'est un chat qui est extrêmement heureux là où il est. Et j'y pense souvent. Tous les chats que j'ai accueillis chez moi, j'y pense très souvent. Ça fait un peu partie de moi maintenant. Je pense à Linette qui a été accueillie par une autre association puisque c'était une vieille minette âgée qui a eu de l'insuffisance rénale et que nous, quand on ne pouvait plus s'en occuper, une association amie, donc Feline Love, l'a accueillie pour nous et l'a accueillie pendant 1 an jusqu'à ce qu'elle décède finalement de son insuffisance. Je repense à Gaston, le petit chaton qui avait un sacré caractère. Forcément à Léon, je pense à Achille qu'on avait trouvé dans la rue avec une patte en moins. Et il marchait sur l'os de sa patte arrachée. Donc on a forcément dû l'amputer. Ça a été très compliqué. Il a gardé pendant très longtemps une sorte de colère pour son membre fantôme. Je pensais que c'était quelque chose qui arrivait que chez les humains. Mais lui aussi pouvait se retourner contre l'absence de sa patte et s'énerver dessus. Et ça a mis longtemps pour qu'il arrête de s'énerver là-dessus. Et puis c'est devenu un chat absolument adorable qui courait dans tout l'appartement. Je pense beaucoup à lui aussi. Forcément, je pense à tous les autres chats que j'ai accueillis. Et ouais, ça fait partie de moi. Et je pense que c'est la beauté de ce qu'on fait aussi. Moi, je fais beaucoup d'administratif, forcément. Donc, je fais beaucoup de demandes de subventions, de dossiers, de projets, de trucs. Euh, mais au final, la seule chose que je garde en tête, c'est les chats. Et c'est pour ça qu'on fait tout ça, quoi.
Ce qui ressort beaucoup des anecdotes d'Antonin, je trouve, sur les chats qu'il a recueillis, c'est l'importance du rôle de famille d'accueil. Moi aussi, j'ai fait un peu de protection animale et parfois j'ai remarqué que les gens confondaient famille d'accueil et famille d'adoption. Contrairement à une famille adoptante ou une famille d'adoption, une famille d'accueil n'est pas une famille qui garde l'animal pour la vie, mais elle accueille temporairement l'animal le temps que l'association lui trouve un foyer définitif. Placer un animal dans une famille d'accueil permet donc de lui apprendre la confiance en lui, dans un environnement sécurisé, de lui apprendre aussi à avoir confiance en l'être humain, ou aussi de découvrir, dans certains cas, d'autres animaux de son espèce ou d'une autre espèce. Donc, elle joue un rôle important dans sa sociabilisation. Dans la grande majorité des cas, l'association qui prend en charge l'animal prend aussi en charge les frais vétérinaires, la nourriture, la litière éventuelle ou le matériel nécessaire à la garde de l'animal confié. Personnellement, pour avoir été famille d'accueil, j'ai le souvenir d'avoir payé beaucoup de choses à mes frais pour mes petits pensionnaires de l'époque, mais c'était vraiment de bon cœur et comme l'a justement dit Antonin, ces chats, même s'ils ne sont pas nos animaux, font toujours partie de nous. La famille d'accueil donne son temps, sa patience et son affection pour aider l'animal à reprendre confiance ou à grandir si c'est un bébé. Elle permet aussi d'observer la personnalité de l'animal, ses goûts, ses craintes, ses caractéristiques, pour matcher au mieux avec ses futurs adoptants. C'est un rôle très particulier, le rôle de famille d'accueil, parce que forcément, on accueille un chat qui n'est pas le sien pour qu'il devienne encore le chat d'un autre. Mais c'est absolument essentiel, c'est indispensable déjà pour nous, parce que on ne dépend que de famille d'accueil. Mais même pour le chat, c'est hyper important d'avoir cette phase-là qui est entre la sortie de la rue et vraiment l'adoption définitive dans son foyer pour la vie, pour sa sociabilisation, pour sa guérison, si jamais il est malade, blessé ou quoi que ce soit. C'est hyper important et c'est vraiment la phase où l'animal reprend confiance en lui, reprend confiance en l'humain aussi, parce que forcément, il y a des chats qu'on sort de la rue qui ont vécu des choses pas très sympathiques. Donc cette phase-là, elle est absolument essentielle et sans famille d'accueil, on ne pourrait rien faire. Ça, c'est certain. Il arrive aussi que la famille d'accueil devienne la famille d'adoption, quand la famille d'accueil s'attache trop à son pensionnaire, accueilli sur le principe temporairement. La frontière est mince quand on vit avec un animal qui se sent bien chez vous. C'est parfois difficile de se dire qu'il va repartir. C'est personnellement ce qui m'est arrivé avec ma lapine actuelle. Ça a aussi été le cas pour Antonin, qui a fini par adopter Malone, son dernier chat accueilli. Malone est un chat de la rue d'une dizaine d'années, arrivé en famille d'accueil chez Antonin il y a 1 an et demi, après avoir été placé dans une autre famille d'accueil avant lui. Malone m'apporte beaucoup de choses. C'est un chat qui était en extrême souffrance dans la rue, qui manquait en fait la moitié de la peau du cou parce qu'une blessure s'était infectée, donc l'abcès a gonflé, a explosé, donc ça a emporté quasiment tout le cou avec lui. Donc c'était compliqué, la cicatrisation a duré plus d'1 an chez 2 bénévoles différentes avant que moi je l'accueille chez moi. Et il n'en est pas reparti, parce qu'il n'y a pas de raison. Il a trouvé sa maison de cœur. C'est ça. Il est très craintif, je précise pour les gens qui nous écouteront, mais du coup, toi, tu arrives à avoir des interactions avec lui? Oui, alors même moi, parfois, il a encore une petite réserve des gestes un peu trop rapides ou brusques, mais c'est ce qu'on appelle, nous, un faux timide, dans le sens où effectivement, il a très peur des inconnus. Par contre, c'est une boule d'amour. Il suffit de le regarder pour qu'il ronronne. Il ronronne tout le temps, il est tout le temps content, il est tout le temps câlin. Et bon, même s'il pue un petit peu de la bouche, il est très gentil. Malheureusement, le coryza et la gingivite sont des maladies extrêmement courantes chez le chat errant. Et très souvent, ça donne effectivement une haleine pas très sympathique. Des chats de la rue peuvent se retrouver même à l'intérieur, en appartement, sans extérieur, et ça se passe bien. Absolument. C'est même très souvent le cas. Et par contre, on a beaucoup de gens qui nous disent: ah bah, c'est un chat qui a vécu dehors, donc forcément, il faut qu'il retrouve un extérieur. Et très souvent, on se rend compte que c'est vraiment pas la volonté du chat. On a des chats qu'on a sortis de la rue après avoir passé l'intégralité de leur existence dehors. Des chats qui ont vécu 13 ans, 14, 15 ans dans la rue, qui sont extrêmement heureux d'être en intérieur, d'être en appartement, de ne plus sortir. Ils ne regardent même pas par la fenêtre. Donc cet a priori-là du chat qui a forcément besoin d'extérieur s'il en a connu, il est vraiment pas vrai. Et c'est même très rassurant parce que les risques extérieurs, ils sont forcément beaucoup plus importants. Il y a les voitures, voilà, beaucoup de choses qui font que nous, on est très contents de faire adopter en intérieur. C'est génial ce que tu dis, ça va casser les a priori, comme tu dis, et tu vois, je pensais pas du tout que c'était le cas. Et j'ai une question un peu idiote certainement, mais sur le terrain, comment est-ce que vous savez qu'un chat est errant ou qu'il n'est pas à quelqu'un, perdu, en vadrouille, etc.
Alors ça, c'est, l'habitude, on va dire, à force d'intervenir, très souvent parce qu'on fait quand même, plus de 400 prises en charge par an et on existe depuis 10 ans maintenant. Donc, on va dire qu'on a une certaine habitude. Le chat errant, ça se voit s'il est errant, dans le sens où c'est pas des chats qui sont en général en très bonne santé. C'est pas des chats qui ont un très joli poil. Ce sont souvent des chats qui ont des problèmes aux yeux, qui ont des blessures, des cicatrices, parfois apparentes, des blessures assez graves. Ça se voit très vite et ça se distingue très vite du bon chat pépère du canapé qui fait sa petite sortie du dimanche et qui est un petit peu obèse et que voilà. Après évidemment, bah, on peut toujours, être amené malheureusement à capturer un chat qui appartient à quelqu'un. Ça fait partie aussi du job, même si on fait tout ce qu'on peut pour ne pas le faire, puisque le trapage, la capture reste quand même un événement traumatisant pour le chat. Donc nous, c'est uniquement des pièges qu'on déclenche déjà de nous-mêmes, pas des pièges qui se déclenchent à l'action du chat. Donc c'est nous qui décidons si on capture le chat. Ça nous permet aussi justement de ne pas capturer le chat qui appartient à quelqu'un. À partir du moment où le chat est identifié, nous on a un lecteur de puce par bénévole en charge de capturer les chats. Et forcément, dès que la puce répond, bah, on le libère, ça c'est sûr. Après, nous, on peut quand même voir sur l'ICAD si le numéro est le numéro d'un chat qui est déclaré perdu. Donc là, évidemment, bah, on va pas le libérer, on va forcément le faire rejoindre ses propriétaires. C'est comme ça qu'en début d'année, on a fait rejoindre un chat qui était perdu depuis 11 ans. Donc ça a été une sacrée histoire. Ça a suscité beaucoup d'émotions évidemment de tout le monde, des bénévoles et puis de la personne qui le nourrissait depuis maintenant longtemps, en pensant que c'était un chat sauvage, errant, et en plus elle pensait que c'était une femelle et c'était un mâle. Mais sur le principe, elle l'a nourri, elle l'a aimé pendant quasiment 8 ou 9 ans quand il est arrivé. Et en fait, eh ben, il appartenait à quelqu'un qui habitait 2 kilomètres plus loin. Mais du coup, il rentrait plus chez lui. Non, il était perdu vraiment. Il avait pu quand il a fui en fait de chez lui, je crois qu'il était tombé d'une fenêtre, il me semble. Il s'est très vite retrouvé perdu en fait. Et à l'époque, la propriétaire habitait à 500 mètres à peu près de là où on l'a retrouvé. Donc il a dû errer, pas retrouver son chemin, et puis il s'est fixé à cet endroit-là où quelqu'un l'a nourri, et puis il n'a jamais pensé que peut-être il était identifié. Et il y a encore pas très longtemps, une autre de nos adoptantes, en nous donnant des nouvelles d'un chat qu'on a fait adopter chez elle, nous a dit bah moi j'ai perdu mon chat il y a 3 ans et hier j'ai appris qu'en fait il était à 2 kilomètres de chez moi, nourri par des gens qu'une famille l'avait adopté puis abandonné puis renourri. Puis... Depuis 3 ans, pareil. Personne n'avait pensé de vérifier s'il était identifié. Nous c'est notre obligation déjà et surtout on met un point d'honneur à toujours vérifier ça. C'est hyper important. L'identification c'est une obligation légale. Tous les chats doivent être identifiés, tous les chiens et les furets aussi normalement. Malheureusement la stérilisation, c'est pas encore le cas, mais on espère qu'un jour ça le sera. Mais en tout cas, l'identification est absolument obligatoire et très souvent, c'est le seul moyen de retrouver votre chat s'il se perd. Effectivement, la stérilisation des chats n'est pas encore une obligation, et elle est même encore parfois un sujet sensible, alors qu'elle est pourtant primordiale pour le contrôle de la prolifération des chats errants, susceptibles d'entraîner des risques sanitaires, puisqu'ils sont sujets à la malnutrition ou aux maladies contagieuses entre chats, je précise, et non contagieuses pour l'homme, comme le sida du chat, dont Antonin va nous parler, mais aussi le coryza ou la leucose. La prolifération des chats errants représente aussi une menace pour la biodiversité. En 2017, la Ligue de protection des oiseaux, la LPO, a comptabilisé que 11% des animaux accueillis dans leur centre sont des animaux blessés par des chats. 84% d'entre eux étaient des oiseaux et 16% des petits mammifères ou des reptiles. Au-delà de la campagne de stérilisation des chats errants, souvent confiée à des associations de protection animale subventionnées par les communes, il est essentiel de rappeler que certains propriétaires refusent encore de faire stériliser leur animal, souvent d'ailleurs pour de mauvaises raisons, comme va le développer Antonin. Cette négligence contribue directement à la prolifération des chats et à l'augmentation des abandons. Pour nous, forcément, la stérilisation, elle est absolument obligatoire. Il est hors de question qu'un chat qu'on fasse adopter ne soit pas stérilisé, donc tous les adultes sont automatiquement stérilisés et tous les chatons partent avec l'obligation d'être stérilisés, avec un chèque de caution qui n'est pas encaissé évidemment, mais qui sera encaissé si la stérilisation n'est pas faite. Et de toute façon, il y a des contrats d'adoption qui cadrent tout ça, donc à partir du moment où le chaton a 6 mois, il est stérilisé, s'il ne l'est pas, le contrat est rompu et on récupère le chat. C'est la base de tout ce qu'on fait, c'est le fondement même de notre association. En pratique, c'est facile de récupérer un chat ? Alors en pratique, une petite lettre de sommation comme quoi on va récupérer le chat, en général ça suffit. On a eu extrêmement peu de cas de gens qui nous ont dit finalement on va pas le faire stériliser.
Moi, j'ai eu le cas d'un chat que j'ai accueilli chez moi qui, du coup, à sa maturité sexuelle, la famille nous a dit: «Bah, finalement, on pense que la stérilisation, c'est pas forcément essentiel. Moi, mon mari est pas trop pour, donc on va pas la faire». Alors j'ai répondu: «Bah, pas de problème, j'arrive». Et elle dit: «Non, non, c'est bon, on va la faire, on va la faire, mes enfants sont très attachés, on veut le garder». Et bah, faites-le stériliser et puis tout se passera bien. On sent quand même qu'il y a encore tout un travail, sur la stérilisation, c'est quand même pas gagné, quoi. C'est compliqué, il y a beaucoup de gens qui ont des a priori, il y a beaucoup de gens qui pensent qu'une minette doit forcément avoir une portée avant d'être stérilisée, alors qu'au contraire, à partir du moment où elle a une portée, elle augmente expansionnellement à mesure qu'elle a des portées le risque de cancer mammaire, de cancer de l'utérus. Et dès la première portée, le risque est complètement décuplé. Donc ça n'a aucun sens de dire qu'elle a besoin d'avoir une portée, au contraire, c'est terrible pour elle et pour vous. Vous créez vous-même un problème à votre chat. Et sur le principe, c'est malheureusement quelque chose qu'on retrouve très souvent, c'est le fait d'humaniser les chats et de se dire que les femelles soient maman au moins une fois, il faut qu'elle ait des petits, il faut qu'elles connaissent la joie d'être maman. C'est pas le cas, c'est un chat. C'est important aussi de le rappeler, c'est un animal. L'animal n'a pas le sentiment ou le bonheur d'être une maman et puis de se souvenir de ça toute sa vie. Ça, c'est nous qui projetons ça sur l'animal. Elle, c'est juste, malheureusement, un instinct de reproduction. C'est pas quelque chose qui est obligatoire pour elle, ni pour vous. On a régulièrement des chats qui sortent de la rue et qui sont testés positifs au FIV, qui est donc ce qu'on appelle communément le sida des chats, même si c'est pas réellement un sida. On va dire que ça ressemble au sida humain. Alors très important évidemment, ce n'est absolument pas contagieux ni pour l'humain ni pour un autre animal. C'est pas contagieux pour le lapin, pour le chien. C'est une maladie qui est donc sexuellement transmissible. Donc à partir du moment où le chat est stérilisé, vous supprimez quasi totalement le risque de contagion avec un autre chat. Il y a tout un tas de légendes autour du sida des chats. Il y a des associations même, ou des gens qui disent un chat qui est FIV+, doit absolument être avec un autre chat qui est FIV+, sinon c'est dangereux. C'est pas le cas. Nous, on fait ce parti-là et on a énormément d'adoptants ou de familles d'accueil ou de bénévoles qui ont des chats FIV+, et qui ont des chats sains, donc qui ne sont pas touchés par le sida, et qui vivent extrêmement bien ensemble. Et les chats qui sont sains n'ont absolument jamais attrapé le FIV, puisque les risques de transmission, c'est soit par rapport sexuel, soit par morsure jusqu'au sang. Et la morsure jusqu'au sang, c'est un comportement qui disparaît aussi après la stérilisation. Donc ça règle le problème. Donc c'est aussi pour ça qu'on essaye de stériliser un maximum de chats, aussi pour endiguer les problèmes de risque de maladies sexuellement transmissibles. Donc le FIV, c'est un virus qui est un virus latent. Ça veut dire que le chat peut passer toute sa vie sans que le virus s'exprime. Donc vous avez des chats FIV+, qui vont vivre 15 ans, 18 ans, 20 ans, et qui vont absolument jamais être malades. C'est une déficience immunitaire, comme le sida humain, donc ils sont un peu plus sujets aux bobos, ils sont un peu plus sujets aux infections. Donc un chat FIV+, c'est une surveillance légèrement accrue par rapport à un chat normal. Quand il a un bobo, il ne faut pas le laisser traîner. S'il a une plaie, il faut la soigner. S'il a un problème de santé un peu important, il faut aller chez le vétérinaire. Après, j'ai bien envie de vous dire que même un chat qui n'a pas le sida, quand il a un problème, en général, on va chez le véto aussi, mais bon. Et ces chats-là, c'est des chats comme tous les autres, qui sont autant gentils, autant câlins, autant joueurs que les autres. Et il n'y a aucun risque, ou en tout cas le risque est quasi inexistant grâce à la stérilisation. Donc il n'y a aucune raison qu'ils attendent plus que les autres, mais malheureusement c'est le cas très souvent. On a très très souvent des chats qui sont FIV+, puisque les chats errants forcément ne sont pas stérilisés. Et malheureusement ce sont des chats qui attendent parfois plusieurs mois, voire plus d'1 an. Et c'est dommage parce qu'ils méritent tout autant que les autres. Chaque année, toutes les associations de protection animale, y compris le clan félin, sont confrontées à la très difficile période des chatons. Un couple de chats non stérilisés peut engendrer directement et indirectement jusqu'à 20 000 descendants en 4 ans. Les conséquences peuvent être désastreuses donc pour la surpopulation de chats et pour la biodiversité, comme je l'ai dit juste avant. Antonin nous en dit un peu plus sur cette période difficile qui vient de commencer au moment de notre entretien, puisque nous avons enregistré début avril. Il nous donne aussi de précieux conseils si on trouve un ou plusieurs chatons. La période de chatons, elle commence tout juste là. On commence à avoir des signalements de chatons, alors soit avec leur maman, soit sans, malheureusement. Forcément, c'est la période la plus intense pour une association de protection animale, la période des naissances. C'est très compliqué à gérer. Forcément, on ne pourra pas tous les accueillir, puisqu'on est toujours limité par le nombre de places en famille d'accueil. C'est pour ça que plus on a de familles d'accueil, mieux c'est.
C'est une saison qui est très intense et qui dure très longtemps. On aura encore des chatons jusqu'à septembre, octobre, voire plus. C'est 3 à 4 portées par an. Si la première portée est maintenant, la troisième, elle sera en septembre, octobre. Et malheureusement, avec les changements climatiques, les femelles qui n'étaient auparavant pas en chaleur en hiver le sont maintenant de plus en plus. Donc on se retrouve avec des chatons maintenant quasiment toute l'année. C'est très compliqué à gérer. Sur l'année dernière, par exemple, on avait donc 463 prises en charge. Et sur ces 463, on avait 133 chatons. On fait ce qu'on peut, toujours, pour récupérer la maman. Puisque c'est extrêmement important dans le sevrage du chaton, d'avoir sa maman. Les anticorps dans le lait. Voilà, les anticorps, et puis même l'éducation, le fait de rentrer les griffes, par exemple, quand les chatons jouent, ça c'est quelque chose qu'ils apprennent avec la maman. Donc tous les chats qui ne savent pas rentrer leurs griffes, vous savez maintenant pourquoi. Ils ont certainement manqué de leur maman à un moment. Sur le principe, en fait, un chaton est légalement adoptable pour une association à partir de 2 mois. Le problème, c'est que tout le sevrage affectif du chat, donc l'éducation vraiment d'être un chat, ça prend entre le 2e et le 3e mois. Donc il y a énormément de gens qui nous demandent d'adopter des chatons à l'âge de 2 mois, voire même parfois avant. Donc là, évidemment, on dit non. On recommande toujours et on essaie toujours de faire adopter des chatons à 3 mois, à partir du moment où ils ont leur maman, parce que c'est vraiment là où il va apprendre tous les codes d'être un chat. Donc c'est extrêmement important cette période-là. Et malheureusement, il y a trop de gens qui l'oublient et qui préfèrent recueillir le chat avant en se disant qu'ils l'éduqueront eux-mêmes. Sauf que nous, on n'apprend pas ce que la maman apprend au chaton. Il n'y a que elle qui apprend des choses comme ça. Ou alors un autre chat adulte peut éventuellement faire un substitut de parent. Mais ça reste quand même un lien qui est extrêmement important. Donc nous, on fait tout ce qu'on peut. Et sur ce principe-là, justement, quand on trouve un chaton dans la rue, c'est extrêmement important de ne pas le récupérer tout de suite. Je sais que c'est un petit peu contraire à toute la mission de protection animale, mais c'est très important de vérifier que le petit n'a pas une maman. Parce que la maman, parfois, elle s'éloigne, elle va chasser, très souvent elle ne dépend que d'elle-même pour manger, et donc elle s'éloigne et elle laisse son petit tout seul, ou alors accompagné du reste de sa fratrie. Et les chatons, c'est quand même un petit peu curieux, un peu joueurs et un peu aventureux, donc parfois ils s'aventurent pas là où la maman les a laissés, donc c'est souvent là qu'on les trouve. Et forcément, c'est relativement dangereux de séparer un petit de sa maman, puisque s'il est vraiment très petit, donc s'il a moins d'1 mois, il a besoin du lait de sa mère, il a besoin de la chaleur de sa mère, il a besoin de sa mère, tout simplement. Donc il va falloir immédiatement se substituer à sa maman. Il va falloir le nourrir au biberon, lui mettre une bouillotte, il va falloir lui faire sa toilette, il va falloir l'encourager à uriner, à faire ses crottes, puisque normalement c'est la maman qui fait tout ça. Donc c'est excessivement important de vérifier que la maman n'est pas là. Donc il faut attendre, il faut observer, il faut regarder éventuellement si le petit a l'air d'être propre. S'il est propre, c'est que sa maman le nettoie. S'il a l'air maigre, s'il miaule énormément, c'est très souvent le signe que la maman n'est plus là. Soit parce que malheureusement elle n'est plus de ce monde, ou soit simplement que malheureusement c'est l'irresponsabilité des propriétaires qui font faire des petits à leur minette et qui ensuite se part très rapidement et récupère la minette et puis hop, elle repart sur une autre portée, puisque forcément si on la sépare de sa portée, elle peut en refaire une très très vite. Donc on peut passer de 3 à 4 portées par an à 5, 6, 8 ou plus. L'année dernière, on a recueilli une maman qui avait environ 10 ans, d'après l'estimation du vétérinaire, et 3 chatons. C'était en plein hiver, en janvier. Les chatons avaient 2-3 jours. Les petits, le plus fort, a survécu 4 jours. La maman a survécu 1 jour. Et toute la famille est décédée. Malheureusement, la maman avait une infection pulmonaire terrible en plein hiver. C'était infernal. Et les 3 petits se sont éteints d'eux-mêmes à bout de force, forcément, sans maman. Et puis, on avait beau faire tout ce qu'il fallait. C'était pas suffisant parce que la maman était plus là et qu'ils avaient 4 jours. Donc, voilà. Tu dirais que dans cette partie observation, quand on trouve des chatons et qu'on n'intervient pas tout de suite, c'est combien de temps d'observation? Alors l'observation, elle peut être assez rapide. Si effectivement on voit que l'animal est sale, affamé, maigre, on peut très vite se dire qu'effectivement la maman n'est plus là. Après, si la maman est là, ou si de toute façon on ne peut pas recueillir l'animal immédiatement, il faut surtout alerter soit une association, soit la mairie, puisque encore une fois, c'est la mairie qui est censée avoir une réponse à ça. Et ensuite, il faut évidemment garder dans l'esprit que les associations ne peuvent pas tout faire toutes seules, que si vous pouvez accueillir le chat, la famille pour l'association, c'est tant mieux. C'est beaucoup plus simple comme ça que de nous chercher une famille d'accueil et de mettre du temps malheureusement à en trouver une, parce que des signalements, on en reçoit
quasiment plus d'une dizaine par jour, tous les jours sur la période des chatons. Donc forcément, on ne peut pas accueillir 10 familles tous les jours. Donc il faut garder du bon sens, il faut prendre aussi ses responsabilités. C'est trop facile de fermer les yeux, évidemment, même si tout le monde le fait tous les jours, pour tout un tas de problèmes. Mais c'est très important de faire ce qu'on peut, en tout cas pour l'animal. Donc cette phase d'observation, elle peut être très rapide, hein. En moins d'une heure, on peut savoir à peu près si le chaton est orphelin. Après, s'il ne l'est pas, et ben, le mieux, c'est encore d'attendre, de ne pas forcément les récupérer immédiatement, puisque une prise en charge, ça s'organise. C'est pas juste je prends l'animal et puis je le ramène chez moi et puis oh mince, ça marche pas, la minette elle urine en dehors de la litière, les chatons ils font du bruit. Bah oui, c'est normal, ça s'organise, il y a des rendez-vous vétérinaires à prendre, il y a une estimation de la santé, il y a des soins à faire pour les petits s'ils sont malades, pour la maman, il y a beaucoup de choses à faire, il y a des processus à respecter aussi, forcément, sanitaires. On ne met pas un chat qui sort de la rue en contact avec un autre chat, ou avec un autre animal, ou avec un enfant. Donc ça s'improvise pas, être sauveteur. Par contre, il y a des associations qui vous donneront tous les conseils. Et nous, sur notre site internet, on a une page entière dédiée à ça, à que faire si on trouve un chaton orphelin. Et il y a beaucoup de conseils dessus, donc il ne faut pas hésiter à y aller. Sur le site internet du Clan Félin, dont je vous mettrai le lien dans les notes de l'épisode, vous retrouverez de nombreux conseils, comme par exemple j'ai perdu mon chat, SOS j'ai trouvé un chaton, explications sur le sida du chat, les plantes toxiques, etc. Mais vous pouvez aussi trouver les pensionnaires à l'adoption et les animaux qui ne peuvent pas être adoptés et donc qui peuvent être parrainés. Des adultes, des seniors, des juniors, des chatons. On met un point d'honneur à présenter le chat de la manière la plus complète possible. Donc en dehors de dire juste il a tel âge, il est gentil, câlin, joueur, on essaie toujours d'expliquer son histoire, d'où il sort, ce qu'il a vécu dehors pour ce qu'on en connaît en tout cas, et surtout d'expliquer son caractère au quotidien. Est-ce qu'il est joueur? Oui, mais est-ce qu'il est joueur tout seul? Est-ce qu'il est joueur avec ses humains? Est-ce qu'il est joueur avec des chats, avec des chiens? Est-ce qu'il a envie d'extérieur? Est-ce que simplement il regarde par la fenêtre? Est-ce qu'il mange? Est-ce qu'il est gourmand? Est-ce qu'il est propre, etc. Et c'est des besoins qui sont essentiels. Est-ce qu'il a peur des enfants? Est-ce qu'il a peur des chiens? Donc ça, c'est important aussi de le montrer et puis de le dire, forcément. Et donc, on met un point d'honneur à toujours trouver des foyers qui correspondent vraiment aux chats. Et forcément, des chats qui correspondent aussi au foyer. Le but de toute adoption, c'est qu'elle soit définitive. Donc, nous, notre principe, c'est que, d'une part, le chat qu'on récupère de la rue ne reconnaisse plus jamais la rue, et surtout qu'il soit adopté dans un foyer qu'il aime et qui lui correspond réellement. Donc nos présentations sont un petit peu fournies, un petit peu complètes, mais pour le coup, les personnes qui les consultent en général nous disent que c'est très bien. On y passe beaucoup de temps, enfin j'y passe beaucoup de temps, mais voilà, c'est extrêmement important. Et sur notre site, on retrouve aussi du coup nos parrainages, puisqu'on propose de parrainer les chats libres que nous nourrissons donc tous les jours. Donc c'est des chats qu'on connaît bien, des chats qu'on connaît parfois depuis 5 ans, 6 ans, 8 ans, 10 ans. Il y a des chats qui sont un peu les doyens de l'association, qui étaient là bien avant moi, bien avant d'autres bénévoles, et qui sont des chats extrêmement importants pour nous, et chaque départ est vraiment vécu comme si c'était l'un de nos chats. Ce sont des chats auxquels on tient énormément, ce sont des chats qu'on voit tous les jours, et voilà, on propose du coup de les parrainer, puisque forcément ces chats-là ne seront jamais adoptés. Ce sont des chats malheureusement trop sauvages, qui sont trop ancrés dans leur vie d'errance, ou en tout cas de chat libre. Donc on propose aux gens de devenir le parrain ou la marraine du chat. Nous, c'est forcément une rentrée d'argent, même si on demande très peu, on demande 10 € par mois, à part si la personne veut donner plus, évidemment. Par contre, on donne des nouvelles assez régulièrement, et puis nous, ça nous permet surtout de pouvoir créer du lien avec ces chats-là et leurs parrains, et puis de forcément pouvoir nous aider aussi financièrement à leur prise en charge, et aux prises en charge de tous les autres chats errants. Ce sont des chats qu'on déparasite très souvent, qu'on forcément fait stériliser, identifier, tester pour les maladies sexuelles, qu'on nourrit absolument tous les jours en pâté, croquettes. Donc ça coûte de l'argent, tout ça. Donc c'est vrai que ça nous permet aussi voilà, de faire vivre l'association à travers un lien un petit peu personnalisé entre le chat libre et son parrain ou sa marraine. Il ne faut pas hésiter à aller voir, parce qu'il y a des nouveaux profils assez régulièrement. Notre association est reconnue d'intérêt général, donc tous les dons qui nous sont faits sont défiscalisés à hauteur de 66%. Toutes les fins d'année, notre trésorière vous adresse un reçu fiscal pour défiscaliser sur vos impôts de l'année d'après. Donc pareil pour un parrainage, c'est pareil, c'est comme un don. C'est pareil. Okay.
Parmi les chats à l'adoption que vous pouvez découvrir sur le site du Clan Félin, il y a de nombreux adultes. Alors pourquoi adopter un chat adulte? Moi j'avais envie de faire un focus là-dessus parce qu'on veut toujours adopter des chatons, pas assez des chats adultes, et pourtant vous allez voir qu'ils ont de nombreuses qualités. On a énormément forcément de demandes pour des chatons et beaucoup moins pour des adultes. C'est dommage parce que déjà on a beaucoup plus d'adultes que de chatons, comme absolument la plupart des associations. Et malheureusement, ce sont des adultes qui attendent parfois pour rien, parce qu'ils sont tout autant câlins, tout autant joueurs. On a sur notre site internet, encore une fois, une page dédiée aux 6 bonnes raisons d'adopter un chat adulte. Il y en a beaucoup plus que 6, mais il y en a déjà au moins 6. Un chaton, forcément, ça a besoin d'éducation. Donc il faut du temps, il faut passer du temps avec lui, il faut lui apprendre à ne pas faire des bêtises, parce qu'il va en faire beaucoup. Il va être très joueur, parfois trop. Il peut vous empêcher de dormir la nuit, parce que forcément, il a envie de jouer la nuit. Il ne sait pas toujours comment manger. Des fois, il ne sait pas forcément trop se réguler. Il ne sait pas forcément trop utiliser sa litière non plus. Donc, il y a une vraie éducation à faire sur le chaton, qu'il n'y a pas à faire sur le chat adulte. Donc, contrairement à l'a priori que c'est beaucoup mieux d'éduquer le chat à soi-même, déjà on n'éduque pas un chat, le chat fera ce qu'il veut. Même si il y a certains chats qui respectent quand même les codes, il y a beaucoup de chats qui sont déjà éduqués. Tous les adultes sont déjà éduqués, ils sont déjà propres, ils ont leur caractère qui est déjà fixé. Ce qui est important de savoir, c'est que le chaton, son caractère, c'est le caractère d'un chaton. À mesure qu'il va grandir, et surtout passer ses 6 mois, il va passer sur le caractère du chat adulte. Et ce caractère-là ne va plus bouger. Donc le chaton, il est toujours joueur, il est toujours vif, il est toujours énergique, il est toujours curieux, il est câlin, mais en même temps il a envie de jouer. Le chat adulte, lui, le caractère qu'on vous décrit, qu'on vous dépeint sur le site internet, c'est son caractère. Donc vous savez comment il va être tous les jours avec vous. Et c'est là toute la différence avec un chaton, c'est que forcément, votre chaton, il va être amené à changer. Et si aujourd'hui vous avez envie d'avoir un chat qui n'a pas envie d'extérieur, parce que vous n'avez pas envie de le laisser sortir, ou vous avez envie d'un chat qui ne va pas faire ses griffes sur le canapé, parce que vous tenez à votre canapé, c'est beaucoup plus simple de vous conseiller et de vous orienter sur un chat adulte, alors que le chaton, il aura envie de tout. Le seul intérêt malheureusement qu'on trouve à un chaton, c'est qu'il est très mignon. Sauf qu'il va être mignon jusqu'à ses 5 mois, et après il sera adulte. Quand j'étais bénévole en asso de protection animale, j'ai parfois constaté que des futurs adoptants étaient assez réticents à l'idée de payer des frais d'adoption. Ils ne comprenaient pas en fait pourquoi ils devaient payer un animal qu'ils adoptaient, puisqu'ils avaient tout simplement l'impression de l'acheter. Antonin nous rappelle pourquoi ces frais d'adoption sont essentiels pour le bon fonctionnement d'une association. Ce sont des frais qui sont, je dirais, essentiels, indispensables dans la prise en charge du chat, qui correspondent au minimum syndical. Ce sont des frais qui englobent les frais d'identification, obligatoires donc, les frais de stérilisation, les tests des maladies sexuellement transmissibles les plus graves chez le chat, savoir le sida et la leucose, et un déparasitage interne et un déparasitage externe, donc antipuce et vermifuge. Dans les faits, on dépense beaucoup plus d'argent que ça, puisqu'on déparasite bien plus souvent qu'une fois. On a très souvent des soins contre le coryza, contre la gale, contre énormément de choses qui font qu'on ne pourra pas faire adopter un chat, le chat A à 100 € et le chat B à 1000 €, même si le chat B nous a coûté 1000 €. Donc ils sont tous aux mêmes frais d'adoption, qui sont de 190 € pour une femelle adulte stérilisée, de 150 pour un mâle adulte stérilisé, et de 90 € pour un chaton qui n'est donc pas encore stérilisé, mais qui le sera à ses 6 mois. Si on veut être bénévole ou s'impliquer au sein de l'association Le Clan Félin, est-ce qu'il y a une limite géographique ou est-ce que quelqu'un de Lyon, de Mâcon, bon Mâcon c'est un peu moins loin, quels sont on va dire les prérequis pour être bénévole? Alors, on recherche des bénévoles toute l'année, de la même manière qu'on recherche des familles d'accueil toute l'année. Une personne qui souhaite être bénévole peut nous contacter soit par mail, sur le site Tout est indiqué, soit par Facebook ou par Instagram. On fait remplir un formulaire de demande de bénévolat où la personne indique ce dont elle se sent à l'aise avec, si elle a envie de s'intégrer dans l'équipe de nourrissage, dans l'équipe de mise à l'adoption, de communication, de trapage, de suivi famille d'accueil. Et ensuite, c'est vraiment un dialogue qui se fait
Évidemment, ça va être un peu compliqué de capturer des chats si la personne habite sur Lyon. Par contre, on a énormément de demandes d'adoption depuis la région lyonnaise. Et donc, on a une bénévole au Nord-Isère et qui vient sur Lyon à chaque fois qu'il y a une demande d'adoption. Donc, on a la chance de pouvoir compter sur elle. Des bénévoles un petit peu éloignés nous permettraient aussi de faire adopter des chats que normalement on ne ferait pas adopter, ou en tout cas pas aussi vite à cause de cette distance-là. Donc, on commence à avoir un petit peu des bénévoles, effectivement, sur Mâcon, sur Lyon, ou même en Isère, du coup. Et les familles d'accueil, on essaye de limiter plus ou moins notre périmètre d'action à environ 20 à 30 minutes autour de Bourg-en-Bresse. Pour deux raisons assez simples. C'est forcément la proximité avec nos vétérinaires partenaires, et ils sont tous sur Bourg-en-Bresse ou juste à côté. Nos adoptants sont aussi très souvent sur la région de Bourg-en-Bresse. Donc c'est un peu compliqué pour eux, pareil, de faire 1 heure et demie ou plus de trajet pour venir voir un chat. On essaye un petit peu de limiter, aussi parce que tous nos bénévoles sont sur la région de Bourg-en-Bresse. Donc quand on amène le chat chez la famille d'accueil, puisque très souvent c'est nous qui l'amenons, c'est plus facile aussi pour nous, puisqu'on travaille entre guillemets sur notre temps libre, de faire des trajets relativement courts. Et sur le même principe, quand on fait des adoptions, on amène nous le chat chez l'adoptant. Ça nous permet de voir la maison de l'adoptant et puis surtout de voir l'adoptant, puisque jusque-là, on avait eu un échange par Facebook, ou par mail, ou par téléphone. Donc c'est pour ça qu'on essaye à peu près de se limiter à 20-30 minutes autour de Bourg-en-Bresse. Antonin, je te laisse le mot de la fin. Quand on adopte un chat, on en sauve 2, puisque forcément, on permet au chat déjà de vivre une nouvelle vie définitive, et surtout, on permet à un autre chat de prendre sa place en famille d'accueil. Donc forcément, c'est absolument indispensable, et d'avoir des familles d'accueil et d'avoir des adoptants. Également, cette année, notre association fête ses 10 ans. On essaye de mettre en place un peu plus de sensibilisation, un peu plus d'information aussi auprès du grand public, et essayer de se faire connaître un petit peu plus, parce que forcément, pour le moment, on est limité par le manque de local. Donc on nous connaît beaucoup par Facebook, Instagram, sur le site internet, et on aimerait beaucoup arriver petit à petit à créer un refuge. Encore la semaine dernière, j'ai rencontré le président de la SPA d'Arban pour qu'il me parle un peu de son fonctionnement à lui, puisque lui a un refuge. Mais voilà, l'association grandit, elle évolue d'année en année, et on se rend bien compte qu'on est forcément un peu toujours limité par les mêmes problèmes. Donc aujourd'hui, on est en train vraiment de réfléchir et de construire l'avenir. Et l'avenir du clan, c'est très certainement une structure d'accueil. Pas hésiter à nous suivre, parce que les annonces, elles vont arriver. Et surtout, on aura besoin de soutien, et on aura besoin de bénévoles, et on aura toujours besoin de familles d'accueil. Donc, ne pas hésiter à rejoindre le clan. Merci beaucoup Antonin pour ton témoignage. Avec plaisir, merci à toi. Pour aider le clan félin, vous pouvez faire un don ou faire un parrainage. Vous aurez toutes les informations sur leclanfélin.fr. L'association est également sur Helloasso et Teaming pour faire un don monétaire. Si vous êtes dans l'agglomération de Bourg-en-Bresse, vous pouvez aussi faire un don de nourriture, disons un panier de collecte dédié au Villa Verdé de Bourg-en-Bresse, mais également à l'animalerie Espace Passion à Saint-Denis-les-Bourgs. Pour aider le clan félin, vous pouvez également adhérer à l'association. Vous pouvez aussi donner votre temps en devenant bénévole ou famille d'accueil. Pour cela, vous pouvez joindre le clan félin sur son site internet, Facebook, Instagram ou alors par email leclanfélin@gmail.com. Je mettrai tous les liens dans les notes de l'épisode. Même si la cause animale touche plus les femmes, on note 82% des femmes qui y sont sensibles contre 77% des hommes, c'est pas une différence énorme. J'espère que le témoignage inspirant d'Antonin vous donnera envie, vous, auditeurs masculins, de vous investir dans une asso de protection animale autour de chez vous, sans forcément devenir président, ce qui est un gros investissement, mais ne serait-ce que donner quelques heures par semaine dans un refuge par exemple, et même qu'1 heure si on peut ne donner qu'1 heure, devenir famille d'accueil, proposer son aide dans la communication, l'administratif, la logistique ou autre. Les missions ne manquent pas pour aider les animaux domestiques victimes d'abandon ou la faune sauvage. Et oui, pourquoi pas vous ? C'était un épisode de L'Écho des Museaux, un podcast imaginé et réalisé par Marine Coez. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute précieuse. J'espère que ce podcast vous donne envie d'agir à votre niveau, car chaque action peut faire la différence pour un monde plus bienveillant envers toutes les espèces animales. Si l'épisode vous a plu, merci d'en parler autour de vous, de laisser des étoiles, des pouces en l'air, un gentil commentaire et de vous abonner depuis votre plateforme d'écoute préférée. Si vous souhaitez être l'invité de ce podcast, ou connaissez quelqu'un qui pourrait l'être, ou me suggérer une thématique pour un prochain épisode, n'hésitez pas à me contacter à l'échodesmuseaux@gmail.com.
Vous pouvez également suivre ce podcast sur les réseaux sociaux. À bientôt!